s'agisse d'agressions dans la vie de tous les jours ou bien au travail, certains se sentent immédiatement menacés. Un sentiment douloureux et tenace. Peut-être vous sentez-vous concerné par ce sentiment d'hostilité à votre égard, ou du moins y êtes-vous sensible? Alors, comment réagir tout simplement quand on se sent agressé? Je vous propose en tout cas d'y répondre en 52 minutes avec nos 3 invités que j'ai l'honneur de recevoir. Eh bien, je commence par vous, Enoch Effa. Bonjour monsieur, bonjour Enoch. Bonjour Marianne. Comme je disais avant de rentrer dans le studio, je suis très intimidée de recevoir un champion de boxe que vous êtes. Alors racontez-nous en 2 mots à quel degré vous êtes, parce qu'on y connaît pas, enfin on sait qu'il y a des danes dans les arts martiaux asiatiques, mais en boxe, comment est-ce qu'on... Je suis triple champion du monde de savate boxe française en poids lourd. Ouais. C'est 51 combats, 42 victoires par KO ou hors combat comme on dit. Il dit ça comme s'il allait mettre du courrier à la poste. Voilà, Voilà. Ça c'est sur le plan sportif. D'accord. En parallèle à ça, je suis directeur d'activité adjoint dans un groupe qui s'appelle le groupe IGS qui fait de la formation qui va de l'insertion jusqu'au MBA. Rien à voir, hein. Rien à voir avec la boxe. Pour moi, la boxe, c'est une formation pour la vie, pour l'école de la vie. Ouais. Donc voilà, ça Donc dépend. au contraire, très lié. Non, c'est pour ça que je C'est vous très, cuisine très lié. exprès. 12 rounds pour exister au-delà des échecs, c'est votre livre. Hein. C'est pour ça aussi que vous êtes là aujourd'hui, Enoch Effa, tout fraîchement publié aux éditions Erol. Alors, est-ce que vous allez participer au JO ou pas? Non, j'ai toujours refusé tout ce qui D'accord. me menait au JO. Pourquoi? Il y a une raison, si on peut Parce vous que j'aime poser bien la question. j'ai toujours pratiqué le sport comme un art de vivre, quelque chose dans lequel j'avais envie de me libérer. Et les JO, comme on peut le voir aujourd'hui, c'est très politisé. C'est une manière pacifique de faire la guerre. Et souvent, moi, je me dis, je préfère être utile qu'être utilisé. Bon, ça c'est dit. Voilà. Écoutez, Vincent de la Morandière, on va se faire gronder par la maire de Paris, etc. Vincent, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue. Oui, c'est pas parce que vous êtes un régulier qu'il faut vous croire chez vous, Vincent non plus. Je plaisante évidemment, Vincent de la Morandière, que vous connaissez peut-être, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez régulièrement, puisque Vincent intervient de temps à autre dans ses émissions. Dans Enquête de Sens, donc sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Vous êtes toujours avocat pénaliste à Paris depuis quelques années. Vous avez été séminariste dans une ancienne vie. Et enfin, nous sommes en ligne avec Christophe Massin. Bonjour monsieur. Allô, allô Christophe. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui. Absolument. Bonjour. Absolument. Vous êtes... Oula, on va peut-être essayer de vous rappeler parce que je sens qu'il y a une sorte de friture sur la ligne. On va voir. Vous êtes psychiatre. Vous Oui. avez publié notamment Souffrir ou aimer, Transformer l'émotion, d'ailleurs, qui a reçu, mentionnons-le, le prix Psychologie FNAC il y a quelques temps. Mais vous venez avec votre dernier ouvrage, Savoir se défendre, l'immunité psychique. Intéressant, aux éditions Odile Jacob. Alors, j'avoue que c'est un peu votre ouvrage qui nous a inspiré l'idée d'organiser cette émission Oui. autour du sentiment d'être agressé. On a l'impression qu'on en parle depuis assez peu de temps. Ai-je raison ou pas, Christophe Massin? Oh, l'agressivité, ça fait un moment qu'on en parle parce qu'il est question beaucoup dans les entreprises et les organismes publics qui sont exposés au public d'une montée de ce qu'on appelle les incivilités ou l'agressivité. Donc, moi, je me suis occupé des risques psychosociaux dans le monde du travail et donc c'est vraiment quelque chose qu'on a vu monter depuis les dernières décennies. Donc, c'est pas tout à fait nouveau quand même. Ouais. Enoch Effa, vous diriez la même chose, quelque chose qui vous parle quand on parle le sentiment de se sentir agressé, le fait de ressentir une forte sensibilité à cela. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Oui, ça se ressent là, notamment dans la sphère professionnelle, on le voit. Et j'ai l'impression que c'est un peu corrélé avec ce qui se passe au niveau des enjeux sociétaux. C'est-à-dire? J'ai l'impression qu'il y a un climat actuel qui fait que, au niveau de l'agressivité, on ressent en fait au niveau dans l'atmosphère, en Ouais. fait, dans la posture des personnes, on est vraiment plus facilement sur la défensive. Ouais. Et on le ressent. Après, mettre des mots sur du ressenti comme ça, c'est peut-être que les statistiques peuvent appuyer ça, mais en tout cas, je le ressens. Eh bien, Vincent de la Morandière, a-t-il un mot à dire là-dessus pour commencer cette émission? Est-ce que vous partagez ce sentiment qu'effectivement... Oui, un sentiment une sorte de sentiment de défensive généralisé dans cette société. C'est vrai qu'on a l'impression, en tout cas, on peut le flairer, ça. Alors je pourrais dire 2 choses. La première chose, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans une société inflammable. Il suffit en fait de prendre la route, par exemple, pour s'apercevoir qu'un regard... moi je conduis mal, je vais être franc, je conduis mal. C'est rare de voir un gars qui dit qu'il je le reconnais Il l'assume. et je m'aperçois que ça peut créer beaucoup de tensions avec les autres automobilistes qui voient que je conduis mal.
Et je remarque aussi que pour sortir de ça, en fait, il suffit que je m'excuse en disant excusez-moi, mais je n'ai jamais été un pilote? professionnel de la conduite pour détendre l'atmosphère, mais on sent qu'il y a un côté vraiment inflammable. Moi, j'ai des Ouais. clients qui me disent je suis quelqu'un de bien, maître, je suis quelqu'un de bien, mais sur la route, par exemple, je me transforme et je suis capable de n'importe quelle violence pour une queue de poisson. Donc, ça, c'est un premier Ouais. sentiment. J'ai aussi l'impression que sur ce côté-là, il y a aussi une forme d'esthétisation constante de la violence et de la force, ça existe aussi. Mais à côté de ça, il y a une société qui génère et qui entretient très fort le sentiment de victimisation. C'est presque un statut social en fait d'être victime d'eux. Et si vous voulez, quand vous êtes avocat pénaliste, vous êtes au service en fait d'une justice pénale répressive, mais pour certains, c'est au service de contentieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et on s'aperçoit bien qu'il y a des gens qui sont vraiment victimes de choses qui sont terribles. Il faut les aider, il faut les soutenir dans leurs plaintes. Et à côté de ça aussi, il y a des gens qui ont un besoin, certains parlent de bénéfices secondaires, de se sentir victime. Moi, j'ai même constaté parfois, et c'est terrible, une forme de pathologie ou d'addiction à ce sentiment d'être victime. Des gens qui ne peuvent voir le prisme du réel de leur vie que par le sentiment d'être victime. Ouais. Le sentiment d'être faible, est-ce que faire de la boxe, vous parliez d'une école de vie avant de commencer l'émission, Enoch Effa, est-ce que justement, la boxe notamment, on parle souvent des arts martiaux, il y en a de plus en plus de cours, il y a de plus en plus de types d'ailleurs d'arts martiaux qui se développent en France et ailleurs. Est-ce qu'il y a une histoire de rapport à la force et à la vulnérabilité qui est en jeu aussi peut-être aujourd'hui? En fait, ma réponse va être peut-être contre-intuitive. J'ai eu 2 phases dans ma carrière de boxeur. Il y a eu la phase où je combattais contre un adversaire, contre mes colères, contre le fait d'avoir été exposé très très vite à certains types de violences et ainsi de suite, très tôt, très jeune et ainsi de suite. Et je suis passé de cette phase-là à combattre, à la phase qui consistait à combattre pour. Combattre pourquoi? Il fallait sortir sa fratrie d'une situation sociale et sociétale qui n'était pas top. Il fallait que je devienne quelqu'un. Il fallait que je trouve et que je cherche ma place en tant que citoyen, quoi, une situation professionnelle, un boulot et ainsi de suite. Et là, ça a changé toute la physionomie de mes combats. J'ai augmenté mon ratio de nombre de combats gagnés par KO, hors combat. À partir du moment où j'ai appris à combattre pour, j'ai changé ma manière même de traiter mon corps. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans de la violence, aller faire de la musculation, de me dire si j'envoie le parpaing, ça va faire ça. Là, c'était j'utilise mon poids du corps, j'apprends les techniques de respiration. On était à une époque où c'était pas du tout en Tendance. vogue, quoi. Et la préparation mentale, c'était pas du tout ça. Ouais. Et donc, du coup, ce que je peux dire pour ça, c'est que selon qu'on combatte pour ou qu'on combatte contre, on n'a pas du tout les mêmes types de réactions dans notre vie, en fait, au quotidien. Parce que je suis pas boxeur, en fait, quand on me voit, je suis pas avec des gants en dehors. Je suis Enoch avant tout. La boxe fait partie de ma vie, c'est pas le cœur de ma vie. Ouais. Et donc, du coup, quand je transpose ça au quotidien, quand tu as un sens à ce que tu fais, tu te rends compte qu'en fait, tu choisis tes combats. Et quand quelqu'un fait, par exemple, preuve d'agressivité, tu n'as t'as aucune honte et c'est pas du tout une faiblesse de dire, bon, écoute, c'est pas mon combat, va chercher quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être qu'on agit aussi sur la défensive aujourd'hui, Christophe Massin, qu'en pensez-vous? On agit beaucoup, hein, on réagit en fait beaucoup aujourd'hui. C'est ça que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, je crois. Oui, mais ce que vient de dire Ouais. Enoch Effa me semble très important. C'est aussi quelque chose que j'exprime dans cet ouvrage. C'est justement la violence, c'est contre. Dans la Ouais. violence, on veut détruire l'autre, on veut lui faire du mal. Et une défense non violente, justement, est une défense c'est-à-dire pour préserver une qualité, pour préserver son intégrité. Donc, c'est pas contre l'autre, c'est pour défendre des valeurs, c'est pour défendre ce qui est précieux pour nous. Donc, cet aspect-là est vraiment fondamental parce que c'est un changement de mentalité. Il y a dans notre société une désinhibition, au moins pour certaines personnes, de l'agressivité, où on va la libérer beaucoup plus facilement. Et en face de cela, nous ne sommes pas égaux. Certaines personnes, comme le disait Maître de la Morandière, sont victimes, excessivement victimes, mais il y a des personnes qui sont réellement victimes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de se défendre, à qui, comme s'il leur manquait une case à cet endroit-là, qui sont démunis dès qu'il y a de l'agressivité, à la limite ne s'en rendent même pas compte. C'est l'entourage qui dit « mais pourquoi tu ne te défends pas, pourquoi tu ne dis rien ?» Donc il y en a certains comme ça. D'autres, à l'inverse,
qui sont hyper réactifs, comme vous venez de le dire. Tout de suite, ils montent au créneau. Et d'autres, enfin, qui s'agressent eux-mêmes. C'est-à-dire n'attendent même pas qu'on les agresse. Ils se font du mal, ils se maltraitent et ils culpabilisent tout le temps. Donc, tout ça pour souligner qu'il y a une grande variété à l'intérieur du rapport à l'agressivité, que nous sommes très différents. Donc, c'est important de savoir un peu, à cet égard, comment on fonctionne. Ça joue dans votre façon de plaider, Vincent. Peut-être que vous aviez une réaction à apporter à ce qui vient d'être dit, parce que je trouve ça assez intéressant. Effectivement, les 4, j'ai noté, 4 types de réactions à une agression. C'est très intéressant. Le parallèle avec la plaidoirie est assez juste, à mon avis, vous avez raison. Je m'aperçois quand je suis trop en colère, quand j'ai un sentiment trop fort d'injustice ou que j'épose sans distance en fait la cause de mon client, et que je suis trop dans la colère, je perds généralement. Tiens donc. C'est-à-dire que quand je plaide, je vais au tapis, pour reprendre son expression. Et au contraire, en fait, quand j'arrive à comprendre même la position d'en face, en fait, c'est comme en politique où on cherche à gagner sur le camp d'en face. Quand j'arrive à comprendre le regard parfois des magistrats et parfois même de la partie qui me fait face, et que j'arrive à éclairer et réintégrer mes arguments de défense dans ce regard-là, avec une certaine unité, alors là, je peux gagner. C'est-à-dire se mettre à la place d'eux un tout petit peu, c'est ça ? Oui, et puis en fait, prendre un peu de distance et prendre de la sérénité pour que... En fait, la violence casse le cercle de la parole. En matière judiciaire, on gagne quand la parole circule de manière harmonieuse, en fait, et qu'on est au service d'une circulation de la parole. Ouais. Tous ceux qui, en matière judiciaire, qui veulent faire taire l'autre, qui veulent imposer une vision, qui veulent polariser la société, qui peuvent cliver, si vous voulez, ceux-là, en fait, veulent faire taire le débat, veulent faire taire une parole qui les dérange et ils perdent généralement. Tiens, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'une surcommunication, Enoch, et en fait, on ne se parle plus. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit, on est sur son téléphone toute la journée, dans la rue, dans les transports, on ne se parle plus. Et peut-être que la violence compense, non ? Point d'interrogation. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, j'aurais bien aimé réagir à ce qui vient d'être dit. Je souscris totalement, c'est-à-dire que je pense qu'on est souvent dans des rapports de pouvoir qui amènent à faire en sorte que quand on est dans ce rapport de pouvoir, il y en a un qui gagne, un qui perd. Mais vous l'avez fait peut-être perdre sur un domaine, vous l'avez peut-être muselé, il a été moins capable et ainsi de suite. Mais vous avez semé des graines d'une colère qui va s'exprimer autrement et par d'autres biais. Et ça, on le voit, que ce soit au niveau de la société, on voit que les personnes aujourd'hui ne savent plus comment s'exprimer. D'ailleurs, où est-ce qu'on apprend aux personnes à communiquer, à gérer leur stress, à gérer un conflit, à savoir être dans l'écoute, dans une réaction non violente? Je ne sais pas pour vous, vous avez vu ça, vous, à l'école? Non. Non. On vous a appris à écouter ou on vous a plus appris à obéir? Assimiler et à obéir, en effet, silencieusement. À la française, quoi, peut-être. Et à partir d'un moment, on te dit, mais le propre de l'être humain, c'est d'être libre. Mais on t'a appris à obéir. On t'a appris aussi à ne pas commettre d'erreurs. Parce que du coup, quand on t'attribue quelque chose et qu'on te pointe du doigt et qu'on te fait comprendre que tu es une erreur ou que tu as fait une erreur, bah toi, comment tu peux réagir autrement que par l'agressivité si on t'a jamais communiqué le mode d'emploi? Du coup, on se met soit dans un registre et on est dans une culture, on n'est pas forcément dans l'amour de la réussite. Quelqu'un qui réussit, c'est un méchant. Et du coup, on va se victimiser plus qu'on va chercher à réussir. On va chercher plus le conflit qu'on va chercher à chercher des solutions. Sauf pour celui qui a les capacités, qui a le pouvoir de faire cesser et de gagner en fait son combat. Mais ça sème en fait des choses et de la violence de l'autre côté. Alors pardon Enoch, mais ça sent le vécu là. On va en parler ou pas? Parce que ça sent vraiment ça transpire l'histoire, quoi, la vérité de votre histoire au fond. Quand vous étiez enfant, vous étiez un être de colère. Alors vous allez nous raconter comment ça... Écoutez, en fait, quand j'ai écrit ce livre-là, c'était parce que je constate qu'on a un rapport à l'échec en France, qui est assez spécial et qui peut nous mettre en retard au niveau international. Quand on arrive avec le drapeau français dans d'autres pays, on a le côté, on a le French flair, on sait qu'on est fort, et en même temps, on a le côté où, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis rarement fait autant huer que quand il fallait chanter la Marseillaise, par exemple. Wow. Et donc, du coup, par rapport à ça, je me dis, mais en fait, on a un rapport à l'échec et puis des personnes qui n'assumaient pas le bleu, blanc, rouge. C'est pour ça que dans le livre, j'explique pourquoi je passe de mes couleurs initiales noir et or à bleu, blanc, rouge et que je mets un protège-dents bleu, blanc, rouge et que mes enfants, aujourd'hui, je leur dis, il n'y a pas de dilemme identitaire à avoir, sinon,
y répondront par l'agressivité si des fois ils ont pas l'occasion de pouvoir parler ou d'être écoutés. Mmh. Donc c'est un vécu vraiment global et je le vois aussi au niveau de l'entreprise aujourd'hui, on est dans une dynamique de globalisation qui fait qu'on est en compétition avec des Indiens et ainsi de suite. On est dans quelque chose de permanent qui s'appelle le changement. Et on voit comment les personnes réagissent à ça. Et souvent, c'est de la suspicion vis-à-vis de la direction. Et ça mène à des situations, mais juste extraordinaires. Donc, c'est même pas que la boxe dont je vous parle. Je vous parle vraiment de choses que j'ai pu observer dans différents rings et dans le ring global qui est celui du ring de la vie. Donc, oui, je l'ai vécu, mais dans mes différentes sphères de vie. En tant qu'entrepreneur, en tant que quelqu'un qui accompagne des entreprises et qui suit aussi dedans, et aussi sur les rings Ouais. sur le ring. Mais à partir du moment où j'ai pu avoir l'occasion de venir juste être posé, de poser mon bleu, blanc, rouge, de dire, bon, ça t'interpelle, oui, je suis noir, je suis What else? 1m94 et what else? Voilà, j'ai pas de dilemme avec ça. Et je vais combattre pour telle chose et tel symbole et ainsi de suite. Mais moi, j'étais bien et l'agressivité, elle était ailleurs. Mmh. J'entendais plus les cris de singe, C'est un... j'entendais plus les huées, c'était... Ouais. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, justement, un air de paix, j'espère en tout cas, signé František Tuma, partita en 3 en do majeur. C'est Allegro que je vous propose d'entendre tout de suite. Petite erreur, pardonnez-moi de ma part, pour ce rondo d'Haydn, extrait du Quatuor à cordes. Merci d'être avec nous, Christophe Massin, Enoch Effa, Vincent de la Morandière, maître Vincent de la Morandière, enfin Vincent de la Morandière, avocat pénaliste, Enoch Effa qui est champion de boxe, mais aussi entrepreneur, coach, conférencier, qui vient de publier 12 rounds pour exister au-delà des échecs chez Erol, la boxe comme une école de vie au fond. Et enfin Christophe Massin qui est psychiatre et qui vient de publier Savoir se défendre, l'immunité psychique chez Odile Jacob. Alors c'est vrai que Christophe Massin, on avait tous envie autour de cette table de vous demander, j'ai fait une petite erreur, certes, mauvaise journaliste que je suis, de vous demander en quoi consistait précisément l'immunité psychique. C'est très intriguant comme titre. Hein. C'est un parallèle qui m'est venu justement en voyant l'organisme a une immunité pour se défendre des infections, des agressions, et de dire mais finalement nous sommes aussi un être psychique, un être mental, et comment nous défendons-nous? Et en tant que clinicien, puisque j'ai eu un cabinet pendant presque 4 décennies, et comme intervenant sur les risques psychosociaux, j'ai pu voir cette question des défenses psychiques. Quelle défense avons-nous face à l'envahissement, face à l'agression? Et donc j'ai fait ce parallèle entre la physiologie et sur le plan psychique, quelles sont nos défenses, quelles sont nos barrières? Je dirais l'immunité psychique, c'est cette capacité à discerner entre ce qui est bénéfique, important, précieux pour moi et ce qui risque d'être nocif, dangereux, délétère
pour moi. Donc c'est un discernement et qui doit fonctionner en temps réel. Excusez-moi de traduire, non, enfin, c'est pas du tout négatif dans ma bouche, c'est juste pour être clair et être sûr que j'ai bien compris ce que vous venez de dire. C'est en fait appréhender le réel tel quel et ne pas fantasmer quelque chose de surinquiétant, de surdangereux. Est-ce que c'est ça que vous vouliez dire ? Oui, bien sûr, parce qu'on peut avoir des gens qui sont très interprétatifs, qui vont voir du danger partout, et d'autres, à l'inverse, qui ne le voient pas, qui sont dépourvus de ce sentiment, de ce discernement, et qui vont ingurgiter des choses nocives pour eux, ou se laisser maltraiter, sans même s'en rendre compte. Donc il y a une conscience à développer et une sensibilité, parce que c'est notre système sensitif, à la fois corporel mais aussi psychique, qui nous amène à sentir la différence entre ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous fait pas du bien. Tout simplement, Vincent de la Morandière, c'est quelque chose à discerner effectivement davantage aujourd'hui, et même vous, dans votre métier, j'imagine que oui. Le fait d'interpréter le réel en fonction des récits qui vous sont faits de la part de vos clients. Alors, clientes. Moi j'ai le sentiment, en fait, surtout en pénal, vous savez, le pénal c'est un univers qui est très sombre. Ouais. Les récits sont parfois très sombres. Et en permanence, on oscille entre une conscience du danger, et puis aussi une imagination sur le danger. Et je trouve que le discernement entre une inquiétude, une anxiété qui n'est pas forcément fondée, et une conscience réelle du danger, etc., n'est pas toujours facile. La conscience de la part de qui, la conscience du danger? De la la part de vous? En fait, de tout le monde. C'est-à-dire quand un juge va juger d'une situation, en fait, il peut juger juste les faits tels qu'ils sont, ou alors il peut dire « mais vous auriez pu faire ceci, vous auriez pu faire cela, ça aurait pu être dramatique, etc. » Vous comprenez, c'est une tentation permanente. De temps en temps, une phrase simplement qui est dite dans un procès porte un univers. C'est-à-dire que... vous avez un exemple? Il y a quelqu'un qui veut dire « je ne suis pas une balance ». Et en fait, je ne suis pas une balance. Il y a des magistrats qui, à l'audience, vont dire qui vont entendre derrière tout ça l'univers de « je suis dans la délinquance ». Je vis dans la criminalité organisée. Ouais. J'ai choisi mon camp. C'est pas la justice que je choisis, c'est le clan des bandits, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Juste une phrase comme ça porte un univers réel ou fantasmé, dangereux ou pas dangereux. Et en fait, il y a un travail de discernement. C'est pour ça que je trouve ça intéressant ce que dit le professeur Massin. C'est qu'un vrai un travail de discernement entre les deux. Et vous pointez aussi le côté binaire de notre société. On le dit très souvent dans cette émission, c'est pas seulement moi qui parle, c'est beaucoup d'invités d'experts dans tous les domaines, dans l'amour, dans la vie, en famille, à l'école, dans l'entreprise. C'est blanc, c'est noir, c'est gentil, c'est méchant, etc. Et j'imagine que la justice, malheureusement, pâtit de Alors, cette espèce c'est pire que ça. C'est-à-dire quand vous regardez bien, le fait criminel, le fait divers pénal, un meurtre, un règlement de compte, etc., un viol, le trafic de drogue, sont des faits qui clivent la société. C'est pas que simplement ça la polarise, c'est que ça la clive. C'est-à-dire que face à ça, vous avez des gens qui ont envie de dire ça, c'est des vrais citoyens, et puis ça, c'est des non-citoyens. C'est plus fort que nous. Éradiquer. Et en fait, c'est une tentation constante, en fait. Le droit pénal, le fait pénal, le fait criminel, en fait, clive la société. Et c'est sûr que ce qui polarise la société, la fragilise. Et en fait, on passe notre temps à dire il y a les citoyens normaux, puis il y a les délinquants, les racailles d'un côté, les autres de l'autre. Il y a les citoyens, les Européens d'un côté, les immigrés de l'autre, etc. Et en fait, on est face à la tentation constante de cliver la société. Ça fragilise énormément la société. On fait même de temps en temps l'opposition entre les hommes et les femmes. Vous voyez, dans toute la tendance MeToo qui dénonce valablement des systèmes en fait abusifs qui doivent cesser. À côté de ça, vous avez une tentation de polariser la société en opposant hommes et femmes. Et voilà. Et je crois que notre travail à tous, à notre niveau, chacun a notre travail, c'est de faire un pas pour dépolariser la société et créer plus de liens sociaux. Enoch, ça vous parle, le côté binaire ou pas? Oui, bien sûr. Surtout que là, quand on parle de toutes ces notions-là, on voit que moi, comment je traduis, c'est que les personnes sont en recherche de repères. Ils ne savent pas où se situer, donc il faut être pour, contre. Vous le constatez, ça? Ah, je le constate dans toutes les sphères. Donc c'est pour ça qu'à travers ce livre, moi, j'invite les personnes, par exemple, j'invite beaucoup la gente masculine à se dire, si tu as une vulnérabilité, ça ne veut pas dire que tu es faible. Ouais. Bon, à partir d'un moment, te reconnecter à tes émotions, ça ne fait pas de toi, en fait, je
je sais pas, quelque chose de faible en fait. Ouais. Donc, à partir du moment où tu commences ce travail, ne serait-ce qu'à titre individuel, personnel, et tu dis comment je peux conjuguer ma singularité pour apporter ma part dans cette société, bah, je trouve que déjà, on commence par la première étape, comment je me remets au cœur des choses, Ouais. comment je me connecte à des personnes par rapport à des valeurs. Et rien que ça, déjà, si on commence par les valeurs au lieu de commencer par les images ou les couleurs, on change, on inverse un peu les tendances. Donc, de ce côté-là, en fait, ça permettrait de diminuer le côté un peu binaire des jugements des personnes et de se dire, bon, je prends en compte pas forcément que le résultat, l'action que j'ai vue ou ce que la personne a fait, mais aussi je vais prendre aussi en compte ce qu'elle est. Parce que les deux ont autant d'importance. Après, s'il y a une loi ou une barrière, une limite qui est franchie, bien sûr, chacun d'entre nous ici, on a nos limites. Et par la communication, par le fait de se connaître soi-même, à nous en premier de nous responsabiliser de la communiquer avant d'attendre que cette limite soit franchie et qu'on soit dans des situations de conflit qui auraient pu être prévenues. Ouais, messieurs, après avoir fait cet état de lieu du pourquoi, si je puis dire, maintenant, je vous propose d'attaquer un peu le comment. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que la première tentation, alors je vais prendre l'agression typique. Vous avez parlé de l'entreprise, Enoch, où vous œuvrez régulièrement. Voilà, on reçoit une agression. Alors, soit par mail, soit physiquement de la part d'un collègue. Souvent, c'est une agression verbale, un coup de poignard vaguement dans le dos, mais pas complètement. Là, on a souvent une hésitation. Soit on réagit tout de suite, soit on attend un peu, puis on réagit le lendemain, mais en même temps, ça peut paraître réchauffé, soit on s'écrase. On ne sait jamais comment réagir. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a des règles pour réagir à une agression, quelle qu'elle soit, au travail, par exemple? On va parler du travail, parce que vous connaissez bien cet univers. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de la boxe, c'est un univers dans lequel il y a quand même un minimum de règles. Le travail, il y en a un peu moins. Ah bon? Ah oui, oui. Je ne pensais pas que vous alliez dire ça. Ah oui, non, mais vraiment, D'accord. c'est-à-dire que j'ai assisté au pire coup bas, plus dans le monde professionnel et de l'entrepreneuriat que sur un ring de boxe. Parce qu'il y a beaucoup de choses interdites en boxe, en fait, c'est ça? Oui, il y a des règles, il y a un arbitre. On ne se rend pas compte quand on voit un match, ça va très vite. Après, les personnes Ouais. essaient de déjouer les règles, bon, ça c'est humain. Ouais. Mais concrètement, on vous voit mettre un coup en dessous de la ceinture, le public, tout le monde va s'y mettre. Là, D'accord. alors que dans la sphère professionnelle, pas forcément. Et il y a différentes manières, en fait, de se sentir agressé ou d'agresser quelqu'un au niveau professionnel. Et c'est là où on voit qu'il y a plusieurs niveaux de réaction. Alors, Au niveau individuel, moi, ce que je préconise toujours, c'est de prendre la hauteur et du recul sur ce qui se passe et de se poser la question, en fait, en quoi ça me touche. De deux, l'émotion. d'augmenter sa capacité à répondre aussi par le côté légal, de se dire en quoi ça enfreint, en fait, une règle ou pas. Et de trois, de se dire en quoi aussi c'est aligné ou non avec la vision de la société dans laquelle je suis rentré. Parce que normalement, une société est censée avoir une vision, des valeurs partagées. Est-ce qu'on est dedans ou pas? Ouais. Donc, je pense qu'il y a des réactions adoptées à différents niveaux. Et entre les trois, de trouver la décision qui peut être la plus juste et adaptée au contexte. La tactique version Christophe Massin, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Enoch, dans le sens où on a une action, où on a une réaction. Pour moi, la réaction n'est pas mûre, n'est pas réfléchie, n'est pas une émanation, je dirais, de la totalité de notre être, mais juste je me cogne contre le coin de la table et je donne un coup de pied dans la table. C'est ça la réaction. Ouais. C'est-à-dire, la réaction n'est pas intelligente, n'est pas ciblée, donc si je me sens piqué par quelque chose, je peux réagir, envoyer de l'agressivité, ou au contraire, si j'ai une faiblesse de ce côté-là, je vais absorber, je vais courber le dos. Mais donc, dans un cas comme dans l'autre, la réaction ne sera pas satisfaisante. Donc, effectivement, cette question de voir déjà moi comment je vis les choses, comment je suis atteint, qu'est-ce qui se passe, tout ce rapport au réel dont vous parliez tout à l'heure, avec la dimension des interprétations. Nous avons beaucoup tendance à interpréter quand il se passe quelque chose et à donner une intention particulière à quelqu'un. En disant, il veut me faire du mal, il veut m'emmerder, il veut ceci, il veut cela, alors qu'en fait, nous ne savons pas. Ce qui est certain, c'est que la personne, elle fait ça, elle dit ça. Ça, oui, c'est ce que soulevait Maître de la Morandière tout à l'heure aussi. Il y a les faits et il y a les personnes. Et que nous sommes dans un système, quand vous parliez du côté binaire, où on identifie la personne et son acte. Et il y a une confusion entre les deux. C'est-à-dire, si l'acte est jugé mauvais, la personne est mauvaise.
Et justement, c'est de voir, il y a un acte qui ne me convient pas, c'est sûr, mais j'ai en face de moi une personne. Donc, cette prise de conscience, il y a un autre, j'existe, l'autre existe, c'est ça qui va sortir de la dynamique de la violence. Tous les deux, on a le droit d'exister, mais l'acte ne me convient pas. Donc, qu'est-ce que je peux répondre, effectivement, comme l'a dit Enoch, qu'est-ce que je peux répondre à ça, vu le contexte, vu cet acte, il transgresse une règle, oui ou non, et puis il y a la culture dans laquelle je suis, qu'est-ce qui dans cette culture est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Donc on va partir de soi et après élargir le paysage et l'autre et l'ensemble pour avoir une action aussi intelligente et adaptée que possible. Ouais, c'est intéressant parce que Vincent de la Morandière, on a l'impression qu'effectivement, il y a la posture du repli sur soi, on se dit c'est la moins mauvaise. Et en fait, non, d'après Christophe Massin, elle est tout aussi regrettable que la pure réaction œil pour œil, dent pour dent, quoi. Donc je trouve ça pas évident hein, de trouver la... Peut-être aujourd'hui où nous sommes très portés sur les émotions fortes, enfin, les émotions en Mais je trouve qu'on ne sait pas les gérer. C'est difficile de gérer. Plusieurs observations qui me semblent vraiment intéressantes. Beaucoup de gâchis liés à l'absence de gestion des émotions. Et je trouve que c'est comme le disait tout à l'heure Enoch, en fait, où est-ce qu'on l'apprend ? Pas à l'école. Est-ce qu'à l'école, on vous apprend à gérer la colère ? Est-ce qu'on vous apprend à gérer la frustration ? On vous apprend à rentrer dans le rang, mais on vous apprend pas à le gérer. Vous avez des écoles comme la boxe, vous avez des traditions taoïstes, vous le savez, je l'ai dit un demi-million de fois chez vous, donc je vais pas le... partent de ça c'est un premier point. Comme le disait le professeur Massin, la question de l'interprétation est fondamentale. C'est-à-dire qu'en fait, on perd une énergie folle à faire des interprétations sur ce qui anime les autres et ce qui nous déplaît. Et le meilleur moyen de sortir de ça, c'est de leur demander. Genre, ok, j'ai l'impression qu'il y a un malaise, j'ai l'impression que tu as fait ça pour ce motif-là, est-ce que je me trompe ou est-ce que... Juste, en fait, l'antidote à l'interprétation ou à la surinterprétation, c'est la question. C'est pas de moi. Vous savez, c'est un des accords, ce qu'on appelle un des accords Toltec, qui dit que c'est un livre de sagesse qui vient du chamanisme et sincèrement qui a connu un très grand succès populaire. Mais c'est pas parce que c'est une sagesse galvaudée, c'est aussi parce qu'en fait, c'est quotidien. Et c'est vrai que c'est un des accords Toltec, ne pas faire d'interprétation. Donc moi, ça me semble très important. Et un autre point aussi que vous posiez au début, et c'est comment mettre fin au conflit. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Et en couple, par exemple, ou à un moment, il faut savoir utiliser des mots disjoncteurs. Très sincèrement, moi, avec ma compagne, quand il y a des sujets qui nous agacent, et ça arrive qu'on s'agace l'un l'autre, on a un mot qu'on peut dire et ça veut dire on s'arrête. Quand on prononce ce mot-là, on s'arrête, on reprend la discussion 24 heures après. Et je pense qu'il faut savoir, dans les équipes Notre-Dame, justement, on parle du devoir de s'asseoir. Je pense qu'il faut savoir sortir de la réaction à chaud, parce que je pense que la réaction à chaud n'apporte rien d'autre que des brûlures, quoi. C'est pas très positif. Et puis le pardon n'est plus très à la mode non plus. L'excuse, etc., etc. Et c'est vrai que ça rentre aussi dans notre sujet, selon vous, Enoch et Fa. Alors, c'est pas très boxe de parler de pardon, mais juste de prendre du recul, c'est aussi ça que ça veut dire, ma façon de parler du pardon. Mais vous voyez, de se regarder avec un peu plus de distance aussi soi-même, quoi, et regarder l'autre, donc avec plus de distance peut-être. Je sais pas, ce que vous en pensez ? En fait, je distingue vraiment la partie pardon, qui est quelque chose qu'on libère pour dire, bon voilà, maintenant on se met dans le présent, de la partie admettre ou accepter. C'est deux choses que vraiment... D'accord. Quand je suis face à quelqu'un qui est sportivement qualifié d'adversaire, c'est pas mon ennemi. Et si on parle de boxe, ma manière de le respecter, c'est d'honorer notre rencontre en étant à 100%. Imaginez, alors dans la société, si on pouvait honorer notre rencontre, on transpose. On se dit vraiment bonjour en étant 100% là, ce serait génial. Ouais. Sauf qu'en boxe, en étant à 100% là, c'est la poudre. Ouais. Mais à la fin, on se prend dans les bras parce qu'on remercie l'autre d'avoir c'est un rituel, hein. libérer le meilleur de ce qu'il y avait en moi en m'opposant ce qui pouvait me faire le plus mal. Et je repose la question, où dans notre société, on a des sas où on confronte les personnes
à des douleurs évidentes auxquelles ils vont être confrontés dans leur vie d'adulte, d'adolescent et ainsi de suite, pour leur dire prépare-toi à ça aujourd'hui. Moi, je viens d'une génération où on venait juste d'arrêter le service militaire. Je dis pas que le service militaire c'est top, mais en tout cas, si le service militaire c'est pas top, bah tu diminues, tu passes à 4 heures de sport par semaine. Donc mon rapport à l'échec, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Bah, je l'ai pas en fait, c'est-à-dire obtenir quelque chose par le fruit d'un effort, bah je l'ai pas. Je n'ai pas non plus les activités manuelles, faire la cuisine. Heureusement que j'ai une mère qui disait que si tu veux être un homme responsable, il faut que tu saches t'occuper de toi. Donc va apprendre à faire la cuisine. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit quelque chose de très populaire. Là, on te dit va apprendre à générer des likes. Euh, donc tu as toutes ces choses-là en fait qui font que tu es forcément très très vite oppressé dès qu'il y a quelque chose qui te met en porte-à-faux. Donc par rapport à ça, tu veux cultiver le pardon dans une société où il y a de moins en moins de valeurs qui sont sacralisées. On te met de moins en moins dans l'expérimentation, on te fait de moins en moins éprouver les choses avant d'obtenir les choses. Et dans la réalité, tu es obligé de passer par des process avant d'obtenir les choses. Comment on fait? Ouais, l'envie et le dédain, certainement pas. C'est été et on se retrouve juste après. À tout de suite. Régresser, eh ben, c'est pas simple, hein, les amis, c'est pas simple. Il faut quand même prendre bien du recul et de la hauteur sur les actes de l'autre, qui il est, pourquoi il a fait ça. Ne pas s'y arrêter non plus pendant trois plombs. Bref, Christophe Massin est avec nous, psychiatre. Savoir se défendre, l'immunité psychique. Il vient de publier cet ouvrage chez Odile et Jacob. Enoch Effa, qui est champion de boxe, mais également entrepreneur et coach, qui travaille beaucoup en entreprise,
qui vient de publier 12 rounds pour exister au-delà des échecs chez Erol. Et enfin, Vincent de la Morandière, qui est avocat pénaliste et qui prend très à cœur cette question justement du rapport à l'acte, du rapport à la victimisation dont on a parlé au début de cette émission. Alors, c'est vrai que souvent, vous le dites, vous aviez raison, Enoch Effa, à l'instant de dire cela. On reproche à quelqu'un qui s'est fait agresser, par exemple, de ne pas avoir réagi. Alors, surtout dans l'entreprise, c'est facile, ça part vite, ce genre de phrase. Mais pourquoi t'as pas réagi? Ou alors dans la rue, pourquoi il a pas réagi? Elle a pas réagi. Il faut réagir et tout de suite. Il y a aussi l'effet punitif dont on va parler, parce que le rapport collectif à la punition de quelqu'un qui aurait commis tel acte. Et donc, tout ça, ça fait partie aussi du sentiment le sentiment d'être agressé, que ce soit personnellement ou collectivement. Et Vincent Lamorandière, effectivement, c'est vrai qu'on en veut presque à la personne qui n'a pas réagi, qui s'est laissé un petit peu agresser. Je sais pas, c'est quelque chose de cet ordre-là qui peut se jouer aussi parfois. Pour répondre à votre question, je sens tellement de tension aujourd'hui au niveau de la société. On a l'impression qu'en fait, le lien social peut presque se déchirer, si vous voulez. À ce point-là, ouais. Et c'est ça que je sens aujourd'hui qui m'inquiète. Donc je suis obligé de chercher en fait des penseurs de la paix. Et des penseurs parce que dans le débat d'actualité, en fait, même avec les drames qui se passent au Proche-Orient, on voit qu'il n'y a pas de penseur, il n'y a pas de vision de la paix. Et donc, en fait, j'ai cherché dans les références que j'avais. Il y a Gandhi, en fait, qui a dit beaucoup de choses, et je me suis un peu replongé dans son livre. Et effectivement, lui, il dit la non-violence ne consiste pas à s'abstenir de tout combat réel face à la méchanceté. Au contraire, je vois dans la non-violence une forme de lutte plus énergique et plus authentique que la simple loi du talion, qui a abouti à multiplier par 2 la méchanceté. Je n'ai pas de plus grand amour que la non-violence, ne peut l'égaler que mon amour de la vérité. Ces 2 amours sont authentiques puisque seule la non-violence permet d'atteindre la vérité. Et moi, c'est vrai que tout ce que j'ai vu comme moyen de désamorcer cette escalade de violence, c'est des gens qui sont capables de reconnaître leurs propres torts, de balayer devant leur porte, de sortir du passage constant entre victimisation et culpabilisation de l'autre. Je suis victime et je culpabilise les autres. De sortir, c'est dit aussi avec le triangle de Capman, bien connu, auteur, sauveur, bourreau, victime. En fait, et c'est vrai que là encore, c'est une question sociale, mais puisque c'est une question sociale, qui intéresse tout le monde. Moi, quand je plaide, qu'est-ce que je peux faire pour pas rajouter d'huile sur le feu social? Quand je vais voir quelqu'un en prison, est-ce que je peux participer à l'apaisement ou je vais rajouter de l'huile sur le feu? En fait, c'est constant. Quand je reçois quelqu'un qui vient déposer plainte ou qui au contraire doit se défendre, est-ce que je vais rajouter de l'huile sur le feu ou pas? Et je pense qu'on est tous dans cette situation-là, où qu'on soit. Vous comme journaliste, vous comme boxeur, et à mon avis, c'est une question qui doit nous habiter en permanence. Ouais. Christophe Massin, effectivement, cette situation, vous la connaissez. Vous l'abordez dans votre livre d'ailleurs, j'imagine. Effectivement, le fait d'être choqué par quelqu'un qui ne réagit pas, c'est quelque chose qui est pas non plus si sain que cela, en même temps, de ne pas réagir du tout. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire de généralité dans ce domaine. Il y a des situations où vraiment une personne, il serait nécessaire et essentiel qu'elle réagisse, et dans d'autres, c'est parfaitement ajusté de s'abstenir. Donc il n'y a pas de règle générale. C'est pour ça que cette question du discernement et aussi de l'état intérieur dans lequel on se trouve, où on est emporté par ses émotions, on n'a pas de discernement, où on est en contact avec ce qui se passe avec soi-même, et on a cette lucidité. Mais donc ça n'est pas donné à tout le monde clairement. Donc là aussi, nous sommes amenés à rencontrer des personnes qui sont emportées, qui sont dans une négation de l'autre. Donc comment, là aussi, il n'y a pas un truc. Ouais. On apprend à se connaître soi-même, comme le disait Maître de la Morandière. C'est essentiel de balayer devant sa propre porte. Et je dirais un argument central toujours qu'on va retrouver dans tous les conflits, c'est « j'ai raison, l'autre a tort ». Ouais. Et en fait, dès qu'on est dans cette dynamique-là, on est mal parti parce qu'il faut prouver que l'autre a tort, mais ce qui est en fait la négation de l'existence de l'autre.
Donc, c'est de voir, oui, ça ne me convient pas, ça ne me plaît pas, ça me fait mal, ça me choque, d'accord, mais c'est pas pour autant que j'ai raison et que l'autre a tort. Ça reste à voir. Ça peut être un problème de justice et à ce moment-là, c'est à la justice de trancher. Mais je ne peux pas être, comme on dit, juge et partie moi-même et prétendre avec moi, il y a la vérité. Et on voit ça dans les conflits au Moyen-Orient où chacun est convaincu qu'il détient la vérité, la justesse à ses côtés et que l'autre est le mal incarné. Ouais. Donc dès que l'autre est le mal incarné, ça ouvre la porte à la destruction et la violence. Non, c'est une bonne représentation de ce qui se passe dans notre psychisme, au fond, Christophe Massin. J'ai l'impression que vous êtes un peu en train de nous dire cela. Enoch Effa, waouh, comment on va sortir de tout ça? Je ne sais pas, de ce climat, effectivement, de violence, en fait. Hein. C'est beaucoup de la violence. Ça se traduit par de la violence des deux côtés, en fait, finalement. Je pense que tout à l'heure, il y a une chose, en tout cas, qui résonne là aujourd'hui, si on devait trouver ou partager des outils, c'est que ce serait d'amener les gens à prendre plus rendez-vous avec eux-mêmes. J'imagine, exemple, quelqu'un qui développerait sa capacité à choisir les réponses qu'il pourrait donner à des situations parce que dans sa journée, il prendrait rendez-vous avec lui-même 3 minutes, 5 minutes, ne serait-ce que se connecter par la respiration, ne serait-ce que pour se repositionner sur aujourd'hui, c'est quoi le sens, c'est quoi le but de ma journée, de choisir, de prendre rendez-vous avec soi-même en se disant, bon bah tiens, je vais développer ma capacité ne serait-ce qu'à respirer quand il y a un moment. En fait, d'avoir différents outils qui se présentent à moi pour prévenir des situations auxquelles je vais être forcément exposé. À titre individuel, je pense que ça peut être une clé. Et l'autre chose qui peut être aussi contre-intuitive, c'est des fois, en tout cas en boxe, on travaille le fait d'accepter d'avoir tort. Je préfère avoir tort et gagner. Ça veut dire quoi, ça, concrètement? Je préfère, exemple, te laisser me mettre un coup et gagner au final que de chercher à avoir tout le temps raison. Je préfère te laisser me klaxonner et te dire, allez, vas-y, tiens, fais ta queue de poisson et te laisser partir et au final gagner, arriver à ma destination. Ouais. Apprendre à avoir tort et surtout apprendre à gagner. Gagner, c'est pas méchant, en fait. Et avoir tort, c'est pas fatal. Gagner, c'est pas méchant. Ah bah oui, parce que, comme je disais au départ, je pense qu'on a une culture qui nous éloigne de la réussite et du coup, quand on a peur de la réussite, quand on n'aime pas ça, qu'on a honte, on n'aime pas non plus la compétition parce que c'est forcément, on voit la compétition comme quelque chose comme écraser l'autre, on pense qu'on est contre l'autre alors qu'on peut combattre pour quelque chose. On peut combattre dans une dynamique d'abondance. Et donc du coup, si je veux réussir, j'accepte d'avoir tort, j'accepte d'échouer et de tirer l'apprentissage qui va s'en extraire pour pouvoir être meilleur, pour avoir une société meilleure. Et pour ça, je commence à titre individuel, ne serait-ce qu'à prendre rendez-vous avec moi-même et augmenter ma capacité à choisir les réponses. On a différentes manières de répondre. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une situation pour pouvoir... C'est comme pour quand il y a les plans Vigipirate. On attend qu'il y ait une bombe avant de mettre le plan Vigipirate en place. On attend qu'il y ait un conflit avant de mettre des sas pour pouvoir faire en sorte que les gens communiquent. Non, communiquons. Faisons en sorte de prendre rendez-vous avec nous-mêmes et puis œuvrons pour quelque chose de plus grand. Gagner, réussir ensemble. Et j'ai l'impression que vous êtes tous les 30 nous raconter depuis le début de cette émission, vous êtes en train de nous inviter à sortir de l'enfance dans le mauvais sens du terme, au fait, Christophe Massin. C'est son d'être des gosses, quoi. C'est un peu ça, non? Vous êtes en train de nous raconter. Oui. Vraiment, cette conscience de soi, c'est la conscience d'un adulte, c'est la lucidité, qui permet aussi la bienveillance. Sinon, on est agi, traversé par nos réactions, et c'est aveugle. Quand on est très sensible, on fait comment, Christophe Massin? Quand on est de nature sensible, un tempérament de grand sensible, est-ce que c'est plus dur que pour les autres? Bien sûr, c'est plus dur. Et justement, quand on est très sensible, on va avoir tendance à accuser les autres de nous bousculer tout le temps. Donc, ce qui est important, c'est de prendre la responsabilité de ma sensibilité, de voir, tiens, je suis hypersensible, donc c'est à moi de faire attention à moi. D'attendre que les autres prennent des gants avec moi, certains le feront, mais d'autres le feront pas du tout. Donc si je compte sur les autres, je vais être tout le temps déçu et heurté. Donc prendre la responsabilité de ma sensibilité, ça veut dire justement apprendre à ne pas me laisser
emporté par elle. Ces temps de retour sur soi-même qu'évoquait Enoch sont fondamentaux. Prendre soin de soi, savoir être attentif à ses réactions et sentir quand la réaction m'embarque. Et finalement, c'est ce que je dis, c'est le côté allergique. Quand je réagis trop, ça se retourne contre moi, ça me rend malade. Donc, c'est pas bénéfique. Enoch. Oui, non, c'est cette notion de responsabilité que je trouve qui est vraiment socle aussi. Je pensais à ça quand je vous disais développer sa capacité à choisir sa réponse. En anglais, responsabilité, on dit ça comment? Ah oui. Allez, responsibility. Responsibility. Ouais, bon, c'est la de même développer chose, son ability oui, to choose the response. De choisir, de développer sa capacité à choisir la réponse. Ouais. De développer, de muscler cette valeur socle qui est celle de responsabilité, qui est à différencier de la notion de culpabilité. Et ça, je pense qu'on a quelque chose, et c'est intergénérationnel, de se dire mais où je place ma valeur socle de responsabilité. C'est le mot-clé, ce sera peut-être le mot de la fin, plus ou moins, sauf si Vincent Lamandia a quelque chose à dire. Pour conclure, en tout cas, une invitation à prendre de la distance, prendre conscience de ce qui se passe pour de vrai et ne pas surinterpréter, on l'a bien compris. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci à vous, Enoch. Champion de boxe, vous avez un combat bientôt ? Oui. Bientôt ? Oui, je combats pour le rêve français, s'appelle. C'est en 2025, championnat du monde, et on réunit 300 décideurs qui ont décidé de promouvoir l'entrepreneuriat à la française et de gens issus de toutes les France. Voilà. Magnifique. Merci en tout cas d'être venu. Entrepreneur, coach, je le rappelle, et votre livre 12 rounds pour exister au-delà des échecs chez Erol. Merci à vous. Vincent Lamandière, merci également. Toujours avocat pénaliste que vous êtes. Et puis merci Christophe Massin, psychiatre, et votre livre, je le rappelle, Savoir se défendre, l'immunité psychique, à découvrir chez Odile Jacob. Merci messieurs, merci à Guillaume Nogueria pour avoir aussi bien réalisé l'émission et à Jessica Bianini pour l'avoir préparée. Merci à François Dieudonné et Pascal Chen pour les pauses musicales. Et merci à toute l'équipe et merci à tous les auditeurs de nous être aussi fidèles.